Et moi, j'ai dit, moi, c'est dur, là, tu sais, j'en ai un peu marre, là, de cette femme qui a perdu ses enfants. Son mari, j'en ai marre. Et puis, tiens, tu sais quoi, on va oublier, en fait. On va filmer d'autres trucs. Ouais. Et je dis, ouais, elle me dit, ah oui, je veux bien, parce que chaque fois, au bout de 4 mois, de 5 mois, où la vie continue entre les tournages, elles doivent reporter les larmes, comme ça, en elles. Et là, là, on s'est dit, et heureusement, du coup, vous voyez les scènes de tomates farcies, la main sur le torse du flûtiste, du tir de mal des enfants, et de son mari chanter dans la voiture, dans le nouveau Cherry, puisque c'est cette chanson qui était venue à Vicky lorsqu'elle avait improvisé dans le micro. On a fait des choses comme ça. On a même fait des choses très drôles qu'on n'a pas montées. Elle allait faire pipi sur le bord de l'autoroute, donc j'adorais les remonter. Voilà, que des... Je ne sais pas s'il avait tiré la langue, je crois qu'on avait fait avant ça. Tirer la langue au camion. Oui. Monsieur. Bonsoir, pour votre film, j'ai une question à propos de l'esthétisme du film, à propos de cette lumière particulière. Il travaille de Christophe Bocard, qui signe toujours une image fabuleuse au film. Je voulais savoir du coup les références visuelles que vous aviez pour le film. À quelques moments, dans le film, on voit des photos de Robert Belch. C'est un peintre, Robert Belch. Un peintre, voilà, je voulais savoir du coup les références visuelles que vous aviez. Je pense des références comme ça, comme Edward Hopper ou Amer Schwer. Je voulais savoir du coup les. Alors, Bocard, Christophe, c'est un peu comme avec Vicky, on va pas passer du temps avant à s'envoyer des noms à la figure et à faire des choses, même souvent on fait même pas les repérages ensemble, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement instinctif et c'est comme charnel. La seule chose que je lui ai montrée, c'est Les gens de la pluie de Francis Ford Coppola, qui est un film de 69, et où une femme s'en va. C'est Shirley Knights qui joue, il y a James Caan et je sais tout. Après, il m'a montré des choses, il a utilisé des nouveaux objectifs qui permettaient de faire des portraits en étant pas loin et avec des focales assez courtes. Vous voyez ? Et c'est des nouveaux, je crois que c'est des ICOD, mais en tout cas, ça ouvre la perspective et ça permettait que les choses ne soient pas floues trop derrière. Ça isolait pas. Voilà. Des fois, on a joué sur le flou, mais voilà, ça m'a beaucoup plu quand même à montrer ça. Et après, j'ai essayé d'imaginer ce que Clarisse projetait. Évidemment, à partir du moment où on a trouvé la ruse pour filmer une voiture qui nous plaise, et non pas une 308 break d'aujourd'hui. Donc, de dire, la discothèque, on se rendra compte que c'est la voiture de son mari, et que ils sont partis à la montagne avec cette voiture-là, et puis que se sert du tableau de bord pour communiquer avec eux, et que donc, c'était pas artificiel qu'elle ait une aussi belle voiture. On a poussé un peu ça, comme si Clarisse se met dans un film des années 78-79, quoi. Elle aime s'imaginer là-dedans. C'est comme quand elle imagine la rencontre à la discothèque. Ils ont 35 ans, ils se sont rencontrés il y a 10 ans. Ça marche pas. Et on ne filait pas dans les discothèques, ça n'avait pas cette... Et non, elle s'est amusée avec le décorateur. J'ai dit non, elle s'est amusée à les mettre un peu plus loin dans le temps, comme si elle était une héroïne de cinéma. Ça on s'était dit ça avec le décorateur, avec Laurent Aude. Mais sinon, non, ça passe pas.
pas par les mots. Et le tableau, c'était pas pour de l'esthétique, c'est parce que ça me faisait penser à ce que faisait Clarisse. C'est-à-dire, c'est quand même fou ce peintre qui prend des photos de sa femme et de ses enfants dans des photos banales de la vie quotidienne. Il vit dans la même maison avec eux, il a son atelier dans la maison et il va passer son temps à reproduire une photo pendant 6 mois, le plus précisément possible, comme c'est un gris-gris, c'est un rituel, c'est de la transe, c'est du spiritisme, je ne sais pas ce que c'est se protéger de quelque chose, et ça me faisait penser à ce que Clarisse faisait de la reconstitution, quoi, mais exact. Et c'est vrai que le mot hyper-réalisme est venu assez vite. Et que, par exemple, il ne fallait absolument pas que ce qui est projeté et ce qui est réel soit dans l'esthétique traité différemment. Il fallait que ce soit exactement la même chose. Je le sentais comme ça, parce que je pense que dans les moments où on est percuté par l'horreur, ou même dans une séparation amoureuse, qui est l'horreur, c'est ça qui est très beau dans ce qu'a écrit Claudine, c'est qu'il y a une séparation, et il y a des absents, et c'est exactement la même chose en fait. On est une bombe à fragmentation, enfin c'est... le passé n'est plus commun, puisque lorsqu'on discute, l'autre personne n'a pas du tout vécu la même chose que toi, en fait, donc tout s'en va. Le présent c'est l'horreur, et alors le futur, tu projettes des choses, où est l'autre, le manque, et tu mets pas tu dissocies pas le réel du fantasme dans ces moments, de l'hallucination. Voilà, ça c'était là, l'hyper-réalisme. Ouais. Faire des gestes quotidiens, banals, tout le temps. Mais du cornflakes, jouer avec des verrous. Moi j'essayais de toujours chercher des gestes. Je pouvais leur souffler, c'est tout. Baisser une banquette pour enlever la place des enfants. Pousser un carton, enfin des choses vraiment, vraiment. Être comme chou, quoi. Ah, merci. Et aussi une question par rapport au processus d'adaptation dans votre filmographie. Dans votre œuvre, je veux savoir l'importance du coup parce qu'à part tourner, je vois qu'il y a quand même pas mal d'adaptations comme le Stade de Wimbledon. Oui, c'est vrai. Et, enfin, pourquoi pas des scénarios originaux et toujours partir d'une œuvre comme ça? Pourquoi pas? Non, parce que tourner au contraire c'était. Pourquoi pas réfléchir? Ah non, ça que tu dis. pourquoi pas adopter? Pourquoi pas adapter? Oui, non, mais en fait, je sais pas. J'ai commencé par l'autobiographie. Manche la sourde, c'est totalement autobiographique. J'ai tourné chez ma mère, tout est vrai. Quand mon père a vu ça, bon, il m'a dit, écoute, c'est toujours mieux qu'une psychanalyse, ça coûte moins cher qu'une psychanalyse. Voilà, donc ça te... Mes courts-métrages aussi, j'avais filmé La rupture avec une copine, j'avais filmé ma grand-mère, mon père, bon voilà, c'est fait quoi. Et après, du coup, c'est quand même aller à la découverte d'un partage possible. Donc, je pense que j'ai... Oulala, j'allais dire, j'ai été vacciné, excusez-moi. Mais, voilà, donc... oui, à chaque fois, c'est vraiment je m'amuse à inventer des choses à partir de ce que j'ai. Puis j'aime beaucoup Alain Resnais, qui n'a jamais écrit le moindre scénario. Sinon, est-ce qu'on a une autre question pour nos invités? Un grand merci, c'est magnifique. Ah, vous êtes où? Parce qu'avec les masques, on ne sait pas qui parle. Ah, c'est vous, madame. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, c'est pour vous dire un grand merci à tous, c'est magnifique, poétique. On est tous à un moment ou un autre confrontés au deuil. Et c'est vrai que la musique est très émouvante et on s'appuie beaucoup sur la musique dans ces cas-là.
et chacun son tracé, mais vraiment c'est magnifique, je ne peux pas vous dire autre chose. Merci beaucoup, parce que en fait, de cette tragédie et tout, il y a également beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur. Et elle reprend la route, mais on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, à force de reprendre la route, elle reprendra sa propre route. Voilà. Et merci beaucoup. Merci.